Eh bien bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui vise à démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Cette perfection, pour simplifier, c'est le paradis tel qu'on peut l'imaginer. Un monde en paix, fraternel, où l'homme ne représente plus aucun danger. Plus aucun homme ne représente un danger ni pour lui-même, ni pour la planète, ni pour ses congénères. Un système, l'accession à un système non seulement universel, mais complètement écologique. Bref, voilà l'image qu'on peut se faire d'un paradis. La fin du travail, la fin du travail tel qu'on le conçoit là actuellement, c'est-à-dire une sorte d'obligation, de bagne, où la plupart des gens ne sont pas forcément épanouis à travers ça. Donc voilà, on va vers cet état-là. Alors, pour démontrer tout ça, de temps en temps, je m'appuie sur des bouquins que je trouve la plupart du temps sauvés du pilon. Et là, ça en est un que je ne connaissais pas, de Norman O'Brown, Eros et Thanatos. C'est la 12e ou la 11e ou la 12e vidéo à ce sujet. Et donc, quand j'ai trouvé ce livre, je fais comme je fais d'habitude, je l'ouvre n'importe où au hasard, et je regarde, je cherche sur une page, sur quelques pages, des choses. Et là, je suis tombé sur un chapitre qui s'appelle « La mort, le temps et l'éternité » et où il était écrit Aristote, où il était écrit Freud et où il était écrit Nirvana. Et j'ai dit, bon ben voilà, il faut que j'utilise ce chapitre au moins pour voir ce qu'il y a dedans et découvrir en même temps que je fais ces vidéos. Donc, je découvre les textes en même temps et je les commente. Voilà. Alors, donc, il est un peu question du fait que... Alors, cet ouvrage s'appelle « La psychanalyse appliquée à l'histoire ». Eros et Thanatos, la psychanalyse appliquée à l'histoire. Et donc, il y a une idée d'évolution vers quelque chose. L'humanité évolue vers quelque chose. Et c'est le propos de ma théorie. L'humanité va vers sa perfection, l'extase, entre guillemets. Il y a le paradis, mais ça inclut aussi l'extase facile pour chaque être humain. Et donc l'extase, c'est la fusion avec le divin. C'est la fin c'est la façon de devenir divin. C'est la façon d'incarner le principe qui est à l'origine de l'univers, le principe créateur. Et donc, dans l'extase, on mime où on est en fusion avec ce principe-là. Voilà, c'est un état bien particulier. Pour avoir expérimenté l'extase au tout début de la mécanique universelle, de façon accidentelle, eh ben, on comprend quand on a fait cette expérience d'extase, d'éveil, de nirvana, peu importe comment on appelle cet état-là, on se rend compte qu'on est en fusion avec le tout, qu'on a plus du tout qu'on a réglé tous les problèmes intimes, qu'on est posé en contemplation absolue. Donc on n'a plus de référence sur l'avenir, on dépasse le temps en réalité. Et donc il parle un petit peu de ça. Il parle de ça d'ailleurs clairement en utilisant Freud. Et là on va reprendre la lecture et ça va parler d'Aristote, je pense. Bon bref. Il est désormais évident que les ambiguïtés de Freud au sujet des différentes sortes de mort étaient lourdes de sens. Alors, il faudrait bien connaître le travail de Freud, mais c'est intéressant qu'il y a
les ambiguïtés au sujet des différentes sortes de mort. Parce que le nirvana peut être interprété comme une sorte de mort. Et d'ailleurs, c'est un petit peu symboliquement ce qui se passe. C'est-à-dire que, il me semble, hein, tout ce que je dis, c'est de façon... je ne suis pas un universitaire, j'ai pas lu beaucoup de philosophie, j'ai pas des références importantes. Donc il y a beaucoup d'intuition là-dedans. Mais il me semble que, par exemple, j'ai pas lu les grandes lignes pas du jaïnisme, mais alors ça va être un peu compliqué parce que je suis en réparation là, mentale. Donc je cherche mes mots. L'hindouisme. Donc, dans l'hindouisme, il y a l'idée de nirvana. Donc, atteindre ce nirvana, c'est la fin des cycles des réincarnations. Donc, ça serait en fait la mort, on pourrait l'interpréter comme ça, mais ça peut s'interpréter vraiment d'une autre manière, et j'en parle dans la vidéo précédente. Donc, si vous voulez avoir des références à ce niveau-là, d'autres interprétations, de mon interprétation sur ce que c'est que le nirvana, la fin des réincarnations, des cycles de réincarnation. Pourquoi atteindre ce nirvana? Pour arrêter de se réincarner. Donc ça serait rester dans la mort, quoi, en somme. Mais c'est pas du tout comme je le pense. Mais bon, voilà, admettons. Donc il y a plusieurs sortes, différentes sortes de morts pour Freud. Et je pense que le nirvana en fait partie d'une. La tendance à la répétition et le principe du nirvana semblent être deux aspects intimement liés à des exigences de l'instinct réclamant une satisfaction complète et à la suppression du refoulement. Le principe du nirvana réclame la suppression du refoulement, c'est-à-dire le refoulement, c'est le fait on vit tous des choses traumatisantes entre guillemets dans notre petite enfance. Il n'y a pas photo des choses traumatisantes ou des choses qu'on est obligé de mettre du côté de l'inconscient, de faire passer du côté de l'inconscient. Et donc, d'aller de le mettre du côté du refoulement, du côté du pseudo-oubli. On s'en rend pas compte, mais cet état, cette position mentale fait qui est chargée en fait de tout un tas de trucs de notre passé, implique notre comportement, induit notre comportement présent et futur dans notre vie après. C'est-à-dire que ce qu'on a vécu dans cette petite enfance, dans ces premières années, dans ce début de l'enfance, du bébé à l'enfance, eh ben, a une implication sur notre vie. Voilà, on va se comporter, on va reproduire des schémas, etc. Il y a des systèmes de reproduction qui nous obligent à expérimenter des choses qu'on pense un peu, qu'on ne comprend pas réellement, mais qui nous servent à dépasser des choses de cette enfance qui n'ont pas été résolues, en gros. Voilà. Et donc, il faut que l'esprit soit vide de tout ça pour être dans l'état de nirvana. Mais le nirvana ou l'extase, quand on y tombe, même accidentellement, efface tout ça, l'efface pas parce que quand on sort de l'état d'extase, on retrouve tout ce passé, mais ça l'éteint. Pendant la période d'extase, moi je suis resté 1 semaine en état d'extase. Pendant cet état d'extase, et de façon accidentelle, je savais pas du tout ce qui se passait, j'ai vécu cet état-là sans me rendre compte de ce qui se passait, évidemment. Je ne pouvais même pas me poser des questions sur moi-même. Je ne pouvais que vivre l'instant présent, continuel, permanent.
Et donc, ça élimine ça. Alors, évidemment que si l'évolution, et je pense que c'est ce qui se passera, si l'évolution de l'humanité fait que dans 1, 2, 3 siècles, les enfants de tous les êtres humains se passeront dans un délice sans qu'il y ait, sans qu'on charge, sans que l'esprit se charge cet inconscient, charge cet espace où va se mettre le refoulement, parce que on aura réglé tous nos problèmes pathologiques. On n'aura plus de parents abusants, on n'aura plus de traumatisme d'enfance, on vivra dans un paradis, quoi, tout simplement. Alors, est-ce que ça existe? Est-ce que cette expérience a pu être réalisée par exemple, dans des groupes humains qui ont vécu sur des îles paradisiaques, etc. Et est-ce que à ce moment-là, il n'y a pas de refoulement dans cet état d'esprit? C'est quelque chose qu'il faudrait chercher, qu'il faudrait aller inspecter, aller regarder pour savoir comment peut se passer ce paradis. Est-ce qu'on peut être dans cet état de paradis, donc d'éducation parfaite, on va dire, voilà, sans aucun trauma, donc avec un esprit vide constant, un esprit contemplatif permanent, et qui fait qu'on n'a plus besoin de ce refoulement, et donc on est dans cet état de nirvana possible. Je continue. L'abolition de l'histoire, et donc ça abolit l'histoire également, c'est compliqué, mais c'est l'état d'extase, c'est la contemplation permanente, c'est le présent absolu, on est posé dans le présent absolu. Donc le cerveau n'a plus ne fait plus référence au futur, demain je dois faire ça, après-demain je dois faire ça, dans un mois c'est mon anniversaire, etc. Tout ça, c'est aboli, on n'y pense plus, on est dans le présent. Le cerveau reste dans le présent absolu. C'est pour ça que c'est génial en réalité. Et c'est pour ça que il y a plein de techniques qui passent, qu'on voit sur les réseaux sociaux, sur YouTube, des gens qui, sans faire référence à des religions, disent voilà, il faut vivre l'instant présent, qui donnent des techniques pour vivre cet instant présent, parce que c'est l'instant du bonheur, quoi. C'est là où se situe le bonheur. Et donc, c'est la fin de l'histoire, tout simplement. C'est-à-dire que l'histoire, elle se déroule peut-être malgré tout, on vieillit, etc. Donc, on est dans un processus historique. Mais on n'y pense pas. Donc, le fait de ne pas l'avoir dans l'esprit fait que ça n'existe pas en réalité pour notre esprit, même si ça existe pour notre corps. Voilà l'idée. L'abolition de l'histoire ou Shabbat de l'éternité, but suprême du nirvana, but suprême du principe du plaisir. Voilà, le principe du plaisir qui, à ce degré-là, n'est plus du plaisir ordinaire, c'est de la jouissance absolue. C'est un orgasme qui ne s'arrête jamais. C'est voilà ce que c'est que l'extase. C'est un état de plaisir intense, permanent, mais qui n'a rien à voir avec le plaisir ordinaire. La seule référence que j'ai, moi, par rapport à cette expérience-là, c'est le moment de l'orgasme sexuel, qu'on ne peut pas arrêter, qu'on n'arrive pas à bloquer, ça dure une fraction de seconde, c'est très, voilà, c'est juste, il y a un instant où une sorte de décharge du corps entier, toutes les cellules sont organisées comme si elles jouissaient, comme si elles prenaient du plaisir, le corps entier est dans cet état-là, mais ça dure que cette fraction de seconde. Et voilà, après, même si derrière il y a peut-être de la paix, ou j'en sais rien, peu importe, mais c'est cet état-là, cet état où chaque cellule, chaque organe du corps est
en apothéose, eh ben c'est ça l'extase, mais en permanence, pas une fraction de seconde. C'est pour ça que je dis que l'orgasme sexuel pour l'homme et la femme, c'est la publicité de l'extase. Et c'est pas pour rien que l'extase, c'est que c'est cette jouissance en continu. C'est pas anodin, quoi, que ça soit la publicité de l'extase, l'orgasme. Mais nous ne voyons toujours pas pour quelle raison Freud insiste sur le mot mort. Nous ne découvrons aucun lien entre le principe du nirvana ou la tendance à la répétition et l'état de mort. Or, s'il n'existe pas un lien véritable, l'instinct de mort freudien n'est pas une simple métaphore, c'est aussi une métaphore créatrice de confusion. Elle n'est que le troisième élément dans l'instinct de mort freudien. Que le troisième élément dans l'instinct de mort freudien, le complexe sadomasochiste qui introduit la mort au sens propre et littéral dans l'instinct de mort. Bon, il faudrait être calé là-dessus pour bien comprendre ce qu'il veut dire. Donc ceux qui ont fait des études sur la psychanalyse ou qui connaissent bien Freud doivent comprendre. Mais pour moi en tout cas, alors je continue. La théorie du complexe sadomasochiste part de l'observation de la capacité ambivalente d'aimer et de haïr, particulière à l'homme. Voilà. Et dans l'extase, par exemple, on ne peut pas haïr. On n'est que dans l'amour absolu, mais absolu pour tout. Pour une crotte de chien, pour un brin d'herbe, pour l'air qui passe sur notre peau, pour la rencontre avec quelqu'un, même si quelqu'un qui serait malveillant, on ne peut pas avoir de haine ou quoi que ça n'existe pas, il n'y a que de l'amour. C'est pour ça que c'est l'ensemble humain qui doit atteindre cet état de perfection, parce qu'on est vulnérable dans cet état-là. On peut pas, il ne pourrait pas y avoir un groupe humain qui atteint cet état de sagesse, d'extatique, et puis les autres qui sont aux portes du garage. Parce qu'on ne peut pas se défendre dans cet état-là. On est dans un état de contemplation. Donc, c'est l'ensemble humain qui doit atteindre cet état. D'aimer et de haïr particulière à l'homme, sa capacité d'aimer et de détruire les autres, de s'aimer et de se détruire lui-même. Si l'on se rapporte aux principes moraux, eh bien tout ça, s'aimer et se détruire soi-même, aimer ou détruire les autres, tout ça vient de l'enfance. Tout ça est lié à justement ces choses qui sont parties dans le refoulement et qui font que on ne touche pas notre conscience, on ne touche pas notre empathie, on ne touche pas, etc., des choses essentielles, et donc on peut les transgresser pour faire du mal aux autres ou se faire du mal à soi-même. Si l'on se rapporte aux principes moraux traditionnels, Freud, en identifiant l'amour avec le bien et la haine avec le mal, entend essentiellement par là que chez l'homme, le mal ne peut être considéré comme une excroissance superficielle sur une nature humaine foncièrement bonne. Mais le mal ne peut être considéré comme une excroissance superficielle sur une nature humaine foncièrement bonne, mais qu'il est intimement lié à un profond conflit existant dans la nature humaine elle-même. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que, pardon, le mal, c'est la conséquence de la transformation d'un primate naturel en humain abouti. Dans la période intermédiaire, la nôtre, celle des premiers hommes et celle des hommes jusqu'à ce qu'ils atteignent l'humain abouti, jusqu'à ce que l'humain abouti soit constitué. Eh bien, on est soumis à tout un tas de pathologies et qui découlent de cette transformation, de cette chrysalide. Et on ne peut rien y faire, c'est comme ça,
inhérent à l'humanité. Et donc, on est tous porteurs de pathologies, qui que ce soit. Il n'y a pas photo. Et donc, c'est ça que l'humanité doit résoudre. Et donc, dans ces pathologies, dans cette chrysalide, il y a le mal qui est au milieu, qui existe et qui découle de ce décalage entre ce qu'on voudrait être, ce qu'on a appris, comment on est éduqué à ne pas faire de mal à nos congénères et la force qui nous pousse à le faire. Parce que, qui découle de notre enfance, qui découle justement de tout ce refoulement. Voilà. Et donc, je continue. Dans sa première théorie de l'instinct, Freud suppose que l'homme est essentiellement un animal aimant, contraint par le principe de la réalité à adopter une conduite agressive. Voilà, parce que à son époque, il voyait pas cette idée en fonction de la chrysalide d'un animal en humain, de ces pathologies. Il y a des choses il n'était pas tout puissant, Freud. Il pouvait pas tout comprendre et comprendre ce qu'il devait comprendre à cette époque et comprendre ce que nous comprenons 100 ans après. Il y a une grande, c'est impossible. Voilà. Aujourd'hui, on comprend des choses différentes. On peut apporter des éléments qu'il ne pouvait pas connaître à son époque. Mais par la suite, Freud rejeta la position optimiste libérale, donc l'homme est un animal aimant, tacitement adoptée par la plupart des sociologues et par les psychanalystes néo-freudiens. Donc, il y a bien chez l'animal quelque chose qui est de l'ordre pas du refoulement, mais de l'instinct, qui fait qu'il peut faire du mal, parce qu'il ne voit pas l'autre, il peut le mordre dans un truc, etc. Il le voit pas, il peut pas se mettre à la place, il n'a pas développé l'empathie suffisante pour pouvoir être totalement inoffensif. Il fait beaucoup moins de mal les chimpanzés, un groupe de chimpanzés qu'un groupe humain dans l'humanité. Mais c'est pas parce qu'il était dans la nature qu'il est pas soumis à justement des forces qui le poussent à mal agir. Tacitement adopté par la plupart des sociologues et par les psychanalystes néo-freudiens, à savoir que l'homme est naturellement bon et paisible et que sa conduite agressive est uniquement le résultat soit d'une frustration déterminée par le milieu, soit de l'ignorance et d'une éducation médiocre. Si, c'est malheureusement un peu comme ça, c'est-à-dire que ça vient de l'enfance, mais on est tous des extatiques potentiels, voilà. Si on élimine si on a l'esprit vide, on est des sphinx, quoi. On est tous des anges. Voilà, il n'y a pas... C'est aussi simple que ça. Freud admet le facteur de frustration déterminé par le milieu. En fait, il nous en a fourni le concept, mais il affirme que le mal est plus profond. Pour Freud, comme pour saint Augustin, la destinée de l'humanité, c'est l'obligation de quitter le paradis et les efforts faits pour le retrouver. Ah, c'est beau, c'est génial, voilà. Parce que le paradis, c'est pas... Même si on vient d'un paradis... Alors, je vais le prononcer d'une autre manière, parce que je l'ai toujours écrit depuis 25 ans maintenant. Le paradis, c'est pas d'où nous venons, c'est où nous allons. C'est pas ça qu'il faut dire. Alors, le paradis, c'est pas celui duquel nous nous sommes extraits, qui est un paradis imparfait, pour atteindre le paradis parfait que nous construisons, que l'humanité construit. On construit un paradis parfait, expurgé de ce qui empêche nos cousins singes qui vivent dans un état de paradis
mais qui ne peuvent pas en profiter pleinement, être en état d'extase permanent, vivre dans une harmonie absolue, tout simplement parce qu'ils sont soumis à leurs pulsions, domination, subordination, qu'ils sont soumis aux caprices du climat, qu'ils sont soumis aux prédateurs, y compris l'homme, etc. Donc, à la peur, sur le qui-vive, etc. Ils sont obligés, ils ne peuvent pas être dans une sérénité absolue. Et donc, le chemin de l'humanité, c'est transformer, c'est passer de ce paradis imparfait au paradis parfait. Voilà. Alors, elle est majeure, cette phrase. Je vais la souligner d'ailleurs. Pour Freud, comme pour saint Augustin, la destinée de l'humanité, c'est l'obligation de quitter le paradis et les efforts faits pour le retrouver. Mais entre ces deux termes, l'homme est en guerre contre lui-même, entraîné, dit saint Augustin, par deux amours, le véritable amour d'une part et la soif du pouvoir. Il avait tout compris, voilà, il a tout compris. Le véritable amour, c'est la capacité à l'extase, c'est notre fond. Et la soif du pouvoir, c'est nos pulsions primates que nous avons héritées. C'est quand deux dominants se battent, c'est la soif de pouvoir, c'est tout. C'est exactement. Nous, on découle de ça quand un Sarkozy se bat comme un acharné pour faire tomber Villepin. Et ben, c'est la soif de pouvoir. C'est aussi primate que les primates. Et ce que fait actuellement le président Macron pour pas laisser passer ceux qui ont gagné les élections, eh ben c'est la soif de pouvoir, c'est aussi primate, c'est de la primatitude la plus basique. C'est pour ça que l'intelligence ou la supériorité des dominants primaires est complètement, on les croit intelligents, mais ils sont bien moins intelligents que celui qui se met hors compétition, hein, qui ne veut pas être qui veut pas être soumis à ses pulsions. Donc le saint ou même le naïf, même à la limite le simple d'esprit qui refuse toute compétition, qui s'en fout, qui veut juste se pendre au cou de tout le monde, de regarder la vie, ils sont 1000 fois supérieurs que ces primates, hein, que ces primates traditionnels. On est tous des primates, mais il y en a qui sont plus proches de dans le comportement de ceux que l'humanité cherche à s'extraire. Donc, je vais aller jusqu'à là. Dit saint Augustin, par deux amours, le véritable amour d'une part, et la soif du pouvoir, libido dominandi, d'autre part. En langage psychanalytique, nous dirions que le conflit qui se livre à l'intérieur de la nature humaine est au niveau de l'instinct, d'où le dualisme freudien d'éros et de l'instinct agressif. C'est ça qui est incroyable. Comme l'ont fait remarquer les néo-freudiens, Freud a formulé en ces termes le conflit entre Eros et l'instinct d'agression afin d'exclure la possibilité du salut ou de la guérison. Afin d'exclure, voilà, alors on ne peut pas, il faut extraire la possibilité du salut ou de la guérison. Facilement, oui. Mais l'humanité va vers sa guérison, va extraire ces pulsions-là. Mais c'est tout un fleuve qui avance vers ça. On peut se soigner de ça. On peut tomber en extase. Parce que c'est l'extase qui permet de soigner. C'est le salut ou la guérison, c'est l'extase. Donc on peut, le moine zen qui va commencer à 20 ans ou j'en sais rien, donc il va au dojo, il va se faire ses expériences, il va se concentrer, il va
faire le vide, ça va lui prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, puis à un certain moment, il peut faire le vide dans son esprit, il se contraint, il dope sa volonté est là à se tenir en position debout, c'est malgré le mal, malgré la douleur, donc pour contraindre son ego, pour anéantir son ego qui lui dit, allez, abandonne, va prendre du plaisir, va draguer, va boire des canons, va faire, tu vois, voilà, des choses comme ça. Et donc, il se contraint, c'est extrêmement dur. Et à un certain moment, il atteint cet état-là. Et il atteint la sagesse. Et là, c'est réglé. Mais tout le chemin pour atteindre ça, pour un homme constructeur que nous sommes, c'est inouï. Parce qu'on a cette charge de... Donc, ça y est, j'ai compris. Donc, c'est parce qu'on a c'est tout ce passé, c'est tout ce qui s'est inclus dans notre inconscient que le travail du sage soufi, du sage du moine zen, du moine bouddhiste, de l'anachorète, ou voilà, fait, c'est aller nettoyer ce truc lourd qu'on a tous, qui est lié à notre inconscient. Et c'est pour ça que c'est très compliqué, parce que c'est dans l'inconscient. Donc, par la contrainte, soit par la psychanalyse, on peut aller vider tout ça, sans doute, je pense, ou par ce truc-là, soit par, justement, la contrainte du zen, du nirvana, du yoga, pas du nirvana, mais du soufisme. On va contraindre ça et on va aller le vider, mais par la contrainte, et ça prend des mois, des années de pratique pour atteindre cet état-là. Et on y arrive. Mais c'est très difficile pour l'homme constructeur que nous sommes. Freud insiste beaucoup sur la tendance à l'agression innée chez l'homme. Si cette hypothèse, alors innée, on sortira de ça. C'est pareil, c'est un truc. Dès l'enfance, on peut vraiment... dans chaque école, dans 50 ans, peut-être même avant, peut-être après, peut-être dans un siècle, chaque école dans le monde entier aura des psychologues autour qui seront là, qui régleront tous les problèmes voilà, on commencera par ça, puis après on éduquera vraiment les parents pour quand ils font des enfants, qu'il n'y ait plus aucun traumatisme, qu'il n'y ait aucun... Et puis on fera sortir tous les moyens d'éduquer, parce que là on éduque à la compétition, parce qu'il y a la compétition, mais s'il n'y a plus de compétition, si tout est gratuit, si on atteint l'idée on a fini de construire l'humanité, tout est gratuit, tout est à portée de tout le monde, il n'y a plus personne qui envie les choses de l'autre, parce qu'il n'y a pas de différence, les choses se ressemblent, il n'y a plus de... voilà, il n'y a pas besoin d'aller se bagarrer avec un tel pour lui chipper sa Rolex, ou d'aller abuser un paquet de gens pour pouvoir se payer des montres de luxe ou des voitures de luxe. Donc, il y a un moment où ça sera fini. Et donc, il n'y aura même pas besoin de travailler l'esprit, de travailler sur son esprit, puisque l'enfant sera élevé sans ça. Si cette hypothèse est exacte, la seule alternative qui s'offre à l'humanité consiste donc soit à diriger cette tendance vers l'extérieur et à détruire les autres, soit à la tourner vers l'intérieur et à se détruire elle-même. C'est exact, on est là-dedans. Bien sûr qu'il y a cette agressivité, aujourd'hui c'est ça. Ça disparaîtra, mais il faut encore se castagner pour atteindre le zénith. Voilà. Malheureusement, on est dans cette configuration. Ce fâcheux tableau de la condition humaine est peint par Freud dans Malaise dans la civilisation, où il expose dans tous les détails les conséquences logiques de la situation. Il suffit d'être capable d'entendre des vérités désagréables pour préférer le sombre pessimisme de Freud aux berceuses pleines de douceur et de lumière que les néo-freudiens
nous présente sous le nom de psychanalyse. Ben oui, ben moi je fais partie alors des néo-freudiens parce que ça veut dire que Freud pensait que c'était sans doute qu'on ne dépasserait jamais ça. Il croyait pas d'ailleurs. Je pense pas qu'il a été croyant, parce que dans le judaïsme, dans le christianisme, cette libération, elle existe. C'est la fin, c'est le paradis vers lequel on va. Donc elle est possible, mais il croyait pas. Et par contre, ben, ses descendants, ou c'est les néo-freudiens, les nouveaux, les adeptes de Freud, pensent que par la psychanalyse, on peut arriver à nettoyer ce subconscient, cet inconscient, et le rendre doux. Il n'en demeure pas moins vrai que si l'agressivité est innée et s'accroît en même temps que le développement de la civilisation, c'est pas vrai, la psychanalyse peut, comme Freud, espérer une renaissance d'éros, mais du point de vue rationnel, elle ne peut que prédire l'autodestruction de la race humaine. Voilà, parce que si on pense que ça s'accroît, le mal, ben évidemment, on va vers l'extinction. Mais ma théorie, c'est ce que j'ai écrit sur la mécanique universelle, ce n'est pas le mal qui s'accroît dans l'humanité, mais notre sensibilité au mal qui s'accroît. Et donc, on est de plus en plus sensible au mal, et c'est ce mécanisme qui fait que on travaille de plus en plus sur le mal. Voilà. Et des choses qui passaient à l'as il y a 50 ans ou 100 ans, ben, la promotion canapé, par exemple, ben, avec MeToo, c'est terminé. Voilà, c'est pas terminé, mais c'est quelque chose qui est, bien sûr, les pervers arriveront toujours à trouver des astuces. Ils feront signer des papiers aux nanas, ou en leur disant, voilà, tu t'engages à... etc., etc. Bon, bref, il y aura toujours moyen de le contourner, mais ça a évolué. Cette chose-là existait, il y avait pas moyen de dire quoi que ce soit il y a 50 ans en arrière, et il n'y avait pas moyen de dire encore moins quoi que ce soit au 19e siècle, et sans doute avant, etc. Donc, c'est pas la violence qui augmente dans l'humanité, c'est notre sensibilité. On constate avec une amère ironie que l'hypothèse freudienne d'un instinct de mort inné, accueilli d'abord avec horreur et considéré comme le comble du pessimisme, offre en réalité la seule possibilité de rejeter l'hypothèse vraiment pessimiste d'un instinct d'agression inné. Voilà où on en est. Et là, ça sera la suite de la prochaine vidéo. Voilà. Donc on va bien voir, et combien il reste encore pas mal de pages, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mais je ne vais jamais en finir avec cet ouvrage-là. Mais c'est tellement génial, ça éclaire tellement de lumière. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Merci. Et n'oubliez pas que si vous pensez que ces vidéos ont un peu d'intérêt pédagogique, de mettre des pouces, de vous abonner. Alors, c'est vraiment fait de façon sans esthétique, sans... Voilà, je cherche pas du tout ce truc-là pour l'instant. Ça me traverse pas l'esprit, donc elles sont brutales, elles sont mal faites, je tousse, voilà, je respire pas bien là par exemple, c'est donc très très compliqué. Je suis un peu dans le brouillard. Mais c'est comme ça que ça doit se faire, et ça se fait comme ça jusqu'à ce que je trouve une autre solution pour faire quelque chose de plus plaisant. Mais peu importe. Alors des pouces, vous abonner, c'est gratuit à la chaîne, envoyer le lien à vos amis, écrire des commentaires, tout ça augmente la visibilité de l'espace. Et vous pouvez aller visiter la mécanique universelle, donc le site, où j'explique tout ça de façon rationnelle. Voilà. Je vous remercie et merci de votre présence que je ressens toujours très proche. Merci.